La culture, on l'associe à la beauté, au patrimoine, à ce qui nous élève, rarement à l'économie. Et pourtant, derrière la musique que vous avez écoutée ce matin, derrière le festival qui a transformé Port-Louis en galerie à ciel ouvert, derrière le jeu vidéo conçu à quelques kilomètres d'ici, il y a des emplois, des entreprises, de la croissance. À Maurice, ce secteur représente déjà 500 millions de dollars et 19 000 emplois directs. On les appelle les industries culturelles et créatives, les ICC. Et ce soir, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle, ça fait débat pose la question: pourquoi passe-t-on encore à côté de ce potentiel? Et surtout, comment y remédier? Mais d'abord, de quoi parle-t-on exactement? Vidéo. De l'Éthiopie aux Comores, en passant par le Kenya et Madagascar, nos terres vibrent d'une richesse culturelle et créative inégalée. Mais dans cet océan de talents, nos artistes parviennent-ils à naviguer vers la reconnaissance et la prospérité qu'ils méritent? Pour mieux comprendre les enjeux de ces industries dans notre région et à Maurice, nous recevons ce soir dans Ça fait débat Astrid Audibert, coordinatrice du projet ICC à la Commission de l'océan Indien. Astrid, bonsoir. Bonsoir Méline. Bienvenue dans Ça fait débat. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ah très bien, très très bien. Astrid, on vient de voir l'étendue du secteur, donc musique, audiovisuel, gaming, design, artisanat, un moteur économique réel dans de nombreux pays. Mais à Maurice, soyons francs, est-ce qu'on traite vraiment les ICC comme une industrie ou encore comme un à côté sympathique? Oui, alors c'est très clair, pas suffisamment. Non, on voit, bien sûr, on valorise à Maurice la culture, l'art, mais on n'a pas franchi le cap encore de voir tout son potentiel en tant qu'industrie culturelle. Parce que le cinéma, l'audiovisuel, le design, la musique, la mode, ce sont des filières économiques réelles, ce ne sont pas des passions qu'on exerce à la marge. Et il suffit de prendre l'exemple de la Corée du Sud. Tout le monde connaît aujourd'hui la K-pop, les K-dramas, les animés, etc., les jeux vidéo. Mais voilà, ce sont 14, je crois, les chiffres, c'est 14 milliards de dollars pour l'exportation de ces services culturels et créatifs chaque année. Et la Corée du Sud, c'est vrai que c'est souvent l'exemple cité, vous l'avez cité vous-même, mais c'est Séoul, des milliards investis sur des décennies, une politique d'État massive. Maurice et Séoul, est-ce que c'est vraiment comparable? Alors non, il ne s'agit pas toujours de comparer, mais c'est vrai que l'exemple de la Corée du Sud est intéressant. Parce qu'on voit que le gouvernement, c'est pas arrivé par hasard ces chiffres des 600 000 emplois dans les ICC, Ouais. etc. C'est vraiment, le gouvernement a investi. Il a investi d'abord dans des écoles spécialisées qui ont formé les créateurs, les jeunes créateurs de demain. Il a investi, il a mis en place des financements, des incitations fiscales. Il a aussi protégé la propriété intellectuelle. Et puis il a aussi mis en place une agence, c'est la COCA, c'est une agence qui est dédiée aux industries culturelles et créatives. Et cette agence, elle accompagne le secteur de la formation jusqu'à l'export. Et là, vous avez tous les ingrédients, en fait, essentiels. Vous avez des écoles qui forment, vous avez des fonds qui financent, et puis vous avez des structures qui permettent aux contenus culturels et créatifs d'accéder aux marchés internationaux. C'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème et je dirais que voilà, c'est pas comparable, on peut pas comparer, on peut pas dire pour Maurice il faut adapter le modèle sud-coréen, non, ni aucun autre d'ailleurs. Je pense que Maurice a son propre modèle à construire. Mais ce qui est important et ce qu'on doit retenir quand même dans cet exemple, c'est que l'industrie culturelle, une entreprise culturelle, voilà, ce ne sont pas que des talents artistiques. Comme vous l'avez dit, c'est un écosystème. La diversité, toute cette richesse, ce croisement des cultures, à la fois sur l'Afrique, africaine, indienne, asiatique, européenne, ça, évidemment, c'est une richesse inépuisable. Et puis, on n'est pas... On a peut-être déjà les premières briques de cet écosystème, son histoire, on l'a évoqué, sa diversité, son patrimoine. Un festival en est l'exemple le plus parlant. Et là, je fais référence à Port-Louis by Light.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai pas eu la chance de voir ces éditions. J'étais pas encore arrivée, mais on m'en a beaucoup parlé. Voilà un exemple. Bah oui, Port-Louis, par exemple, c'est une capitale qui est fascinante. Et on voit quand on a un événement comme ça qui vient en quelque sorte sublimer la capitale, sa richesse culturelle, sa diversité, qui vient la mettre en scène, qui vient aussi la mettre en scène grâce à de la création contemporaine, eh bien c'est magique. C'est unique, C'est là ça. aussi, on ne peut pas le faire ailleurs. Et puis ça marche, parce que les chiffres sont là. Je crois qu'il y a eu 450 000 visiteurs en 3 Exactement, nuits. dans les rues, des lumières qui réinventent les façades coloniales, ce n'est pas rien. Et qu'est-ce que ces images que vous avez vues vous disent au-delà du spectacle? Alors pour Louis by Light, c'est un exemple. On a plein d'initiatives sur Maurice qui sont menées. Je pense par exemple à Mama Jazz, le festival, à également dans le cinéma, il y a Il Court. Donc Oui. ce sont d'ailleurs des événements que le projet ICC a soutenu l'année dernière. Mais alors là, on voit on a des compétences. On a de l'expertise, on a des choses très belles à proposer. Donc ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la stabilité. Ouais. Parce que ces professionnels qui sont là derrière, qui sont des passionnés, qui sont extrêmement compétents dans leur domaine, eh bien, chaque édition, ils ont les plus grandes difficultés à boucler leur budget. Donc le gap, il est là, hein, c'est celui d'aller vers des financements pluriannuels, celui d'aller vers une reconnaissance aussi institutionnelle qui va les aider à grandir et à se développer. Absolument, et d'ailleurs ces festivals prouvent une chose, que Maurice peut mobiliser malgré les difficultés, mais peut-on aller encore plus loin, faire de l'île un vrai hub culturel selon vous? Alors tout à fait, et je dirais presque que c'est une évidence culturelle. Comme on le disait, cette position de Maurice, un petit peu à la croisée de toutes ces cultures, ça en fait un hub by nature. Voilà. Et alors on a déjà des exemples des propositions qui existent dans la région. Je pense par exemple au festival pour la musique, le festival Sakifo à La Réunion, voilà, qui a un vrai rayonnement régional et international. Mais sur, par exemple, les arts visuels, sur le patrimoine, Entre sur autres. la création numérique ou bien aussi tout simplement sur des festivals pluridisciplinaires, là je pense qu'il y a une vraie opportunité à saisir. Et ce potentiel, il y a des hommes et des femmes qui l'incarnent au quotidien. Souvent, sans filer, l'MBC est allé en rencontrer un. Voici Avnish de Babani Records. Je suis à Avnish, depuis plus de 20 ans, je travaille avec le son, l'image et des artistes sans barrière de genre. À travers eux, une plateforme créative que j'ai lancée en 2006. Mais aussi avec l'énergie créole qui vient des îles, de l'océan Indien, une culture à faire vivre, à transmettre, à faire voyager, souvent connue Giovanni, l'esprit de l'océan Indien. Et tout ça grâce à eux. Des expériences inoubliables. Astrid Avnish, 20 ans de scène, DJ, créateur visuel. Il est aussi producteur, éditeur avec Babani Records, organisateur d'événements. 5 métiers en simultané, ça en fait pas mal. Est-ce que ça, c'est une force ou une nécessité? Alors oui, Avnish, il est très représentatif en fait de ces profils, alors qu'on ne retrouve pas qu'à Maurice, hein, mais je dirais dans tous les pays où l'écosystème créatif est encore en construction. Parce que cette polyvalence que vous mentionnez, elle est pas toujours choisie, hein. C'est souvent une nécessité parce que le marché local ne permet pas de vivre d'une seule activité créative. Donc alors on s'adapte, on se diversifie, on se tourne beaucoup vers le privé, Ouais. les événements d'entreprise, la communication, le branding, et c'est ça qui finance les projets créatifs. Mais cette équation-là, il faut bien comprendre qu'elle a ses limites, parce que ça peut épuiser rapidement, ça peut aussi détourner de la création. Mais alors, comment est-ce qu'on garde le cap créatif quand la partie économique prend autant de place? Ah, très bonne question. Je pense, je dirais, en restant cohérent.
Je pense qu'il il faut savoir que tout doit converger en fait toujours vers une même vision artistique. Et je pense qu'Avnish le dit bien, c'est ça, hein, vous avez mentionné, c'est un label, de la scène, des événements, mais voilà, on a cette convergence. Il a une vision artistique qui est celle d'imposer les rythmes de l'océan Indien dans la création contemporaine mondiale. Et donc c'est en quelque sorte son identité, sa signature. Et c'est pour ça aussi certainement que le privé fait appel à lui, pas seulement pour une prestation, mais aussi pour un univers. Et je pense que c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un entrepreneur créatif, c'est pas quelqu'un qui fait tout. C'est quelqu'un qui développe, qui construit un modèle économique, mais autour d'une vision artistique forte, qui n'appartient qu'à lui. Donc ça, c'est un équilibre exigeant, assez exigeant, et pourtant des jeunes continuent de choisir cette voie comme Avnish, lancer son projet culturel à Maurice, ça c'est la grande question aujourd'hui. Folie ou vraie opportunité selon vous? Vraie opportunité. Il y a une part de folie aussi, toujours, et c'est ce qui fait la magie de la créativité aussi. Mais clairement, au niveau en tout cas économique, en matière aussi d'emploi, de croissance, c'est une opportunité formidable. Et puis, au-delà de l'économie, donc c'est de l'économie plus. C'est aussi du lien social, c'est aussi du dialogue interculturel. Donc, on est vraiment dans quelque chose de formidable. La créativité, je pense, c'est pas comme le pétrole, hein, c'est la seule richesse qu'on a qui est vraiment inépuisable. Et en plus, petit bonus, elle n'est pas polluante. Voilà qui est dit, c'est sur cette note que nous allons enchaîner avec nos prochains invités. Quand un jeune annonce qu'il veut se lancer dans un projet culturel, la réaction autour de lui est souvent la même. Bienveillante, mais inquiète. Tu es sûr que tu vas pouvoir en vivre? Phil et Ashlyn Ross-Marie, eux, ont décidé de répondre à cette question par les actes. Ils viennent de lancer la Maison d'art émotion à Maillebourg, un espace dédié à l'apprentissage artistique et à la pratique culturelle de proximité dans le sud de l'île. Phil, Ashlyn, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ça va bien, merci. Ravi de vous accueillir pour la première fois dans cette émission. Ça fait débat. Avant de parler de votre aventure, une belle aventure d'ailleurs, voyons ce que la MBC a filmé chez vous à Maillebourg. Regardez. Moi, c'est mes filles qui viennent apprendre de danse ici. Et ils sont bien épanouis ici. Ici, tu peux besoin de faire comme ça, ici dans Maillebourg. Nous faisons partie d'une communauté artistique, en fait. Et voilà, plusieurs camarades, plusieurs artistes. Et nous avons bien galéré dans les passés. Automatiquement, nous avons de ces affaires-là qui amènent l'art de l'avant. Quand nous gagnons une place aussi, nous sommes capables de performer et partager notre expérience avec les jeunes qui ne faisaient pas la même galère que nous avons passé pour Carvin de l'avant. Déjà, ça sourit qui est non, quand on peut faire la peinture, on peut faire du dessin, puis dire l'image jolie. Et nous, en tant qu'une grande personne, nous pouvons faire ça dessin-là. Nous avons beaucoup d'affaires qui passent dans la tête. Nous avons des peintures, nous avons des peintures, mais quand on a des peintures, comment ça sauter dans ça dans les autres. Sauf que malheureusement, on a une facilité pour eux amener les autres de l'avant. Et nous sommes contents là pour ça. Une vraie immersion au cœur de la Maison d'art émotion à Maillebourg. Franchement, magnifique expérience, des activités à gogo. Phil, votre parcours d'abord, vous vous êtes toujours vu dans un univers artistique ou pas du tout? Oui, je me suis toujours vu dans un univers artistique. Pour moi, c'était comme si une évidence. C'était hors de question pour moi d'être en chemise et pantalon tous les jours. Je voulais être moi. Costard et cravate. Exactement, je voulais être moi, pouvoir vivre cette liberté-là à fond. Et c'est justement à travers l'art que j'ai pu vivre cela. Et justement, quand ce projet est devenu plus sérieux, ce n'était plus un rêve, mais un vrai choix de vie, comment votre famille a réagi? Ils étaient très, très, très contents.
très content parce que c'était justement une phase où c'était en mode... c'était plus dans une phase où, on va dire, j'avais trouvé une façon de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Et c'était le Graal, quoi. Et ça n'a pas de prix. Exactement. La passion avant tout. La maison d'art émotion s'ouvre à Maillebourg, dans le sud, pas à Port-Louis. Oui. C'est un choix, je dois le dire, un vrai choix géographique fort et stratégique. Le projet est venu de qui au départ? Ashlyn ou Phil? Donc on a beaucoup parlé, ça fait des années qu'on parle de cela. On s'est demandé, ben, pour Maillebourg, l'endroit d'où on vient, qu'est-ce qu'il faudrait comme si pour pouvoir explorer tout ce qui est là en général. Et c'était évident que c'était une maison où on va pouvoir faire tout ce qui est artistique. Donc vous avez identifié un manque, si je ne me trompe pas. Oui, Quel était ce manque? on a identifié un manque d'infrastructures déjà et un manque de ce regroupement de communautés dans différentes disciplines artistiques. D'accord. Mais l'idée nous est venue quand même, on était à la maison dans notre cuisine et on commençait à discuter et puis la discussion, quand on s'est rencontrés avec des amis aussi, on en parlait. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qui manque? Ben, il manque ce centre artistique accessible à tous. Donc, c'est vraiment à toutes les couches sociales. Donc, c'est un endroit, un refuge, un endroit d'expression où on va pouvoir travailler, développer. Et puis, on s'est dit, ben, c'est Maillebourg. C'est là d'où l'on vient. Et on a une grande communauté d'artistes, de jeunes qui attendaient. Et on s'est dit, ben, on va faire de ça une vocation pour nous et on va y aller, quoi. Redonner à la communauté ce qu'elle vous a donné dans un Exactement. premier temps. C'est un projet, comme vous venez de le dire, Ashlyn, un projet qui répond à un besoin qui existait, sans avoir encore trouvé sa forme véritable. Un parent dont l'enfant fréquente votre espace a accepté de nous en parler. Il nous raconte comment ce lieu est pour lui apparu comme un souffle d'espoir, un espace où les jeunes peuvent se construire. Regardez. Pour moi, c'est le papa de Sarah. Dès qu'on a su que le centre ici faisait de la danse et offrait un encadrement sécurisé pour les enfants, ben, on est venu joindre Ashlyn et l'équipe. C'est une aubaine qu'ici on a le centre, et tout près dans le sud, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de centres de danse qui vont instaurer les valeurs culturelles et de l'art dans les enfants. L'absence de ce centre fait que les enfants vont rester à la maison, on va vouloir partir ailleurs. Mais ailleurs, vers où? Vous savez déjà, on le sait tous. Un regard de parent qui dit beaucoup de la portée de ce type de lieu, au-delà même de la pratique artistique. Ashlyn, ce témoignage, le papa de Sarah d'ailleurs, qu'est-ce qu'il vous dit sur ce que vous êtes en train de construire pour ces jeunes? Ben, c'est déjà une déclaration à cœur ouvert parce que dans le rush des activités, de tout ce qu'on prépare, on n'a pas forcément le temps d'écouter les parents nous le dire. Et ce moment-là, c'était une déclaration parce qu'il nous a dit à cœur ouvert qu'ils attendaient ce moment-là. Et nous-mêmes, à l'ouverture de l'école, on était très contents parce que tout le monde, ils sont tous venus, ils étaient là et il y avait de tout âge. On a des adultes aussi qui sont à l'école, on a des gens qui nous ont dit, ben moi j'ai 57 ans, j'ai pu réaliser mon rêve, mes parents n'avaient pas les moyens, il n'y avait pas l'infrastructure ni le temps. Ben maintenant c'est à mon tour de réaliser mon rêve et de prendre ce moment-là pour moi. Et ça nous touche parce que ben on réalise le rêve de quelqu'un, on contribue dedans. Et ça fait que du bonheur, quoi. Et l'impact que ça peut engendrer. Ce que l'on voit ici, d'ailleurs, rappelle quelque chose que l'on oublie souvent dans les grands discours sur les ICC. Ces industries ne naissent pas uniquement dans les grandes salles ou les festivals spectaculaires. Elles se construisent aussi petit à petit et peut-être surtout dans des espaces comme celui-ci, à Maillebourg, là où un enfant découvre qu'il est capable de quelque chose, là où une communauté commence à se reconnaître dans ce qu'elle crée. Ce n'est pas du loisir, c'est de la transmission, c'est bien plus que ça, de la confiance, et derrière cette dimension humaine, une réalité entrepreneuriale très concrète, une réalité que le jury du Culture Lab Océan Indien a reconnu, puisque vous en êtes les lauréats. Bravo déjà pour cette consécration. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Ben, je pense que
on a représenté déjà une très très grande communauté. Donc on représente les danseurs, les chanteurs, les artistes peintres. On représente aussi la production musicale. Donc on regroupe vraiment tout le monde. Ouais. On s'était dit qu'on allait... C'est l'art avec un grand A. Exactement, exactement. Parce qu'on s'est dit qu'à deux, oui, on est fort, mais à plusieurs, on peut faire tellement plus. Et je pense que c'est cet élan, parce qu'on n'est pas venu ça, on est venu avec toute cette énergie-là, en fait. Cette énergie de cette grande communauté-là, ben, je pense que ça a fait une différence aussi. Et dans un langage business, c'est quoi votre proposition de valeur? Votre valeur ajoutée? Alors, notre valeur ajoutée, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment cet endroit qui accueille toutes les disciplines artistiques. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est former les jeunes ou les amateurs, même les professionnels, les former, les aider à se développer et les propulser. Donc, c'est vraiment couvrir ces trois segments-là parce qu'on veut que ceux qui ont une passion, ben, ils peuvent transformer ça en vocation, ils peuvent vivre de leur carrière, ils peuvent se dire, moi, je suis artiste, je peux vivre de ça demain. Et c'est aussi de travailler ensemble sur des thématiques qui touchent la société, d'en parler, de faire des projets artistiques autour de ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'après, toutes les différentes filières artistiques, on puisse contribuer ensemble à faire des projets. Par exemple, on a pensé à un spectacle immersif. Ouais. On s'est dit que dès qu'on aura fini de lancer tous les ateliers, parce que là, on y va par atelier, donc là, c'est atelier de danse. L'oiseau fait son nid. Exactement. Et là, on va bouger sur les ateliers de chant bientôt avec des artistes qui sont déjà engagés au niveau de l'île Maurice. Donc, ils sont là, ils sont présents, ils ont une présence artistique sur l'île. Et eux aussi, ils apportent leur expérience et c'est petit à petit réussir à faire quelque chose de concret pour toucher les gens et passer un message. Donc, c'est cette communauté engagée qui contribue dans la société et dans le secteur culturel à l'île Maurice. Si je comprends bien, vous vous positionnez comme un véritable hub à l'échelle locale, mais soyons concrets juste un instant, là, comme ça. Comment ça tient économiquement? Ça, c'est la grande question. Économiquement, peut-être tu veux passer la parole? Oui. Économiquement. Quel est votre modèle, par exemple, pour les téléspectateurs qui nous regardent, vos soutiens et comment vous assurez la pérennité dans la durée? Donc là, actuellement, économiquement parlant, c'est juste à travers les ateliers qu'on arrive à Dans un premier temps. Dans un premier temps, exactement. Et par la suite, c'est vraiment tout ce qui est tourisme culturel, tout ce qui est événements. L'idée, c'est de vraiment diversifier tout ça. Mais dans un premier temps, c'est réellement que des ateliers. Et on ne va pas oublier aussi qu'on était à la recherche de financement et que le Culture Lab, la commission de l'océan Indien, nous a donné notre premier financement. Donc, on s'est battu, on l'a eu et ils étaient là, ils nous ont aidés, ils nous soutiennent. Donc, c'est notre premier soutien. Donc, c'est déjà un très grand pas pour nous et c'est quelque chose qui va nous marquer à vie parce que on l'a mérité et on le porte pour tout le monde, en fait. C'est pour toute cette communauté-là, ils sont super contents. Et là, le but, c'est de continuer de travailler en amont et d'avancer, de grandir. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ce n'est Merci. que le début de votre belle aventure. Entreprendre dans la culture, c'est toujours une prise de risque. Ce que vous incarnez ce soir, c'est que ce risque peut avoir du sens, à condition que les acteurs publics et privés soient au rendez-vous pour permettre à ces initiatives de grandir. L'appel est donc lancé ce soir. Merci beaucoup, Phil. Merci, Ashline, et bonne continuation à Maillebourg avec la Maison d'Art Émotion. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, les ICC évoluent aussi dans des univers que l'on n'associe pas spontanément à la culture, le jeu vidéo, l'e-sport, premier marché culturel mondial devant le cinéma et la musique réunis. 180 milliards de dollars et à Maurice, certains ont décidé de s'y positionner. Nous fabriquons des applications de jeux qui sont distribuées dans le monde entier et nous sommes assez heureux d'avoir déjà réalisé plus de 4 millions de téléchargements dans notre histoire. C'est vraiment Lagoon Software, on est les pionniers de ça à Maurice et je pense dans l'océan Indien. Lorsque vous appuyez sur le petit bouton bleu et que vous diffusez votre application, elle est disponible dans le monde entier. Les gens peuvent penser que fabriquer des jeux, c'est s'amuser toute la journée. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. On teste des séquences, un chronomètre, on teste une expérience utilisateur. Et puis le développement requiert quand même des connaissances techniques.
Il n'y a pas d'art sans technique, il faut savoir comprendre et par la suite utiliser ses connaissances pour le développer. J'aimais les dessins déjà de base. Je dessinais des dessins animés que je voyais, des trucs comme ça. Mais c'est que pour moi. Et ici, c'est très technique. Il faut vectoriser les personnages, les objets, etc. C'est plus informatique. Se dire qu'on est à Tamarin, qu'on arrive à s'asseoir ici et à faire partager notre passion, notre amour pour le jeu, le design, etc. C'est formidable. Mon rôle, c'est de développer les règles du jeu, de permettre aux utilisateurs d'interagir avec les différents éléments. Par exemple, il y a plusieurs boutons sur l'interface et qu'est-ce que tel ou tel bouton va pouvoir faire, qu'est-ce que l'utilisateur verra sur l'écran. C'est convivial, on travaille en équipe, on travaille avec les graphistes, donc on voit un autre corps du métier et c'est ça qui est bien. On ne travaille pas seulement sur ce qu'on fait. Quelle immersion au cœur d'un univers en plein essor, on vient de le voir. Derrière un jeu vidéo, il y a une véritable industrie, des développeurs, des designers, des scénaristes, des ingénieurs son, des métiers très qualifiés, souvent invisibles. Et cette industrie a engendré un nouveau phénomène, l'e-sport, la compétition professionnelle de jeux vidéo. Pour en parler, j'accueille Jahenzeb Rabbani, fondateur de MoeSport. Bonsoir Jahenzeb. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, merci et vous ? Très très bien. Alors pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas l'e-sport, concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'e-sport dérivé de l'électronique sport, donc le sport en électronique, Oui. dont ça comporte de plusieurs aspects, pas que du jeu compétition, mais aussi pas mal de carrières et d'opportunités de développement et d'apprentissage. Et qu'est-ce qui le distingue, par exemple, du jeu vidéo qu'on pratique chez soi le week-end ? Voilà, la différence entre l'e-sport et bien sûr le jeu vidéo, il y a l'entraînement, il y a la discipline, il y a des règles, donc il y a plusieurs aspects qui contribuent à l'aspect de l'e-sport qui est très régulé par des règles, par des compétitions, pas mal d'enjeux. Donc c'est ça qui définit pratiquement l'e-sport. Donc si je comprends bien, l'e-sport, c'est la compétition professionnelle autour des jeux vidéo comme le tennis ou le football. C'est un vrai sport, il y a des joueurs entraînés quotidiennement, des équipes aussi structurées. Et à Maurice, où en est la scène e-sport aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2026 ? Voilà, ça se développe petit à petit, dont tout récemment, il y a le club MoeSport qui va débuter des entraînements, dont le club est structuré pour promouvoir les joueurs, les D'accord. athlètes qui veulent pousser, augmenter leurs compétences au niveau de l'e-sport, et bien sûr acquérir des outils qui vont les aider à augmenter bien sûr leur capacité de performer dans les compétitions nationales et même en régionaux. Et à Maurice, justement, à l'heure où je vous parle, où en est la scène e-sport aujourd'hui ? Il y a des compétitions qui deviennent très régulières maintenant comparé auparavant. Donc ça donne beaucoup d'opportunités à des jeunes de voir, de les émettre à ces compétitions-là. Parlant de compétition, l'année dernière, Maurice accueillait le premier sommet e-sport de l'océan Indien, un tournoi régional Tekken 8, des joueurs venus de Madagascar, des Comores, des Seychelles. C'est vraiment magique et magnifique. Racontez-nous ce sommet, cette première édition. Est-ce que vous y étiez ? J'étais, c'était incroyable. C'était quand même la première fois qu'on avait organisé une telle compétition à cette envergure, où il y avait une compétition uniquement filles et bien sûr une autre compétition mixte le lendemain. Donc, ce qui était plus incroyable, c'est la compétition mixte où il n'y avait que des filles de différentes régions, comme vous l'avez mentionné, qui avaient l'occasion d'essayer de se mettre au niveau là. Ouais. Et c'était assez difficile d'avoir des filles pour participer à Maurice.
d'où Maurice Sport était intervenu pour essayer de chercher ces talents-là et de les entraîner parce qu'on n'avait que 2 semaines pour les entraîner pour cette compétition-là. On va y revenir, mais je sais qu'il y avait un joueur mauricien. Donc un joueur mauricien avait remporté cette compétition régionale. Donc c'est la preuve d'un potentiel local bien réel. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, dans l'actuel champion, Sheldon Dantier, qui a effectivement remporté la compétition, c'est quelqu'un qui évolue dans le domaine Tekken depuis pas mal d'années. Donc là, ça confirme qu'avec le suivi qui est en train d'être fait avec l'e-sport, donc ce jeune-là est en train d'avoir ces entraînements-là, avoir les facilités pour augmenter son niveau et développer, de montrer en niveau régional qu'il est capable et même on vise plus après ça. L'objectif, c'est donc de professionnaliser la pratique. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt, vous avez franchi une étape supplémentaire. L'Académie mauricienne d'e-sport vient d'ouvrir à l'IFM de Rosil. Qu'est-ce qu'on va y apprendre? On va jouer à des jeux vidéo aussi? Pas exactement. Aussi, oui, pas exactement, parce qu'il y a aussi plusieurs aspects dans l'e-sport. Il y a le côté production, il y a aussi le côté coaching. Les techniques de base. Techniques de base, du coaching, de la production, du observer et d'autres domaines qui aident, qui contribuent aussi dans l'e-sport, mais c'est plus ciblé aussi sur les jeunes qui veulent augmenter bien sûr leur capacité dans les jeux qu'ils veulent s'entraîner et bien sûr compter dans les années à venir. Et justement, mais aussi à tous ceux qui veulent travailler dans l'industrie du gaming en général sans être nécessairement joueur de compétition. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent aussi à travailler dans l'univers qui est de organisation d'événements, qui est de management d'événements, créateur de contenu. Il y a toute cette partie-là qui contribue qui à entre l'e-sport. en jeu. Oui. Et au-delà du jeu lui-même, streaming, événementiel, création de contenu, management d'équipe, communication, développement numérique, est-ce que l'objectif c'est aussi d'ouvrir les jeunes mauriciens à tous ces métiers, les métiers de demain? Ah oui. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Moi-même, j'ai débuté en tant que joueur pas mal d'années de cela et j'ai continué en tant que organisateur d'événements. Et suite à ça, c'est venu parce que le e-sport, ça vient beaucoup avec la passion. Dès que vous êtes passionné avec les jeux vidéo, avec l'e-sport, dont vous voulez apprendre encore plus, et bien sûr rejoindre une équipe et développer ces talents-là, apprendre de ces métiers-là, qui est bien sûr d'organiser, de produire des compétitions qui sont à niveau au moins national. Ça, c'est pour la partie jeunesse, c'est clair, mais qu'en est-il de la place des femmes dans l'e-sport? Lors du sommet, la COI avait soutenu une compétition féminine remportée par Jinx, une très jeune joueuse malgache, dans un univers encore très masculin, parfois hostile aussi pour les femmes. Comment votre académie s'adresse-t-elle à ces femmes-là dès maintenant? Voilà, on sensibilise beaucoup sur l'aspect que les joueurs féminines, parfois, ils se retrouvent pas dans cet univers de compétition. C'est pour ça qu'avec la COI, on avait organisé la compétition qui était exclusivement filles, mais aussi on avait proposé la deuxième compétition qui était mixte, juste pour essayer de voir c'est quoi la formule magique pour voir comment on peut évoluer sur ces deux catégories-là. Et ça a marché. Les filles ont répondu présent, ils se sont donnés à fond, ils se sont entraînés et ils ont continué depuis la compétition de continuer de s'entraîner parce qu'elles attendent la prochaine compétition. Avec la plus grande impatience, ça c'est très prometteur. L'industrie du jeu vidéo investit de plus en plus dans des environnements plus sûrs pour les joueuses. Modération, signalement, encadrement des communautés. C'est une priorité pour vous dès le lancement? Oui. Oui. C'est une priorité. Absolue. Absolue, oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Il y a les règles sont claires et on est vraiment, on veut développer l'e-sport comme il est dans tout le monde entier parce que ça avance pratiquement pareil et l'objectif est le même, d'accéder
à des compétitions régionales et bien sûr représenter Maurice à l'international. Voilà qui est dit, la place des femmes dans les ICC, c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant, parce qu'au-delà de l'enjeu d'égalité, c'est une question de modèle. Quel modèle veut-on voir émerger? Grande question. Les industries culturelles et créatives florissantes offrent des emplois décents et des opportunités de revenus, notamment pour les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. On parle souvent de résilience quand on parle de la femme dans les industries culturelles et créatives. Il ne faut pas banaliser ce terme de la résilience. Nous sommes résilientes, oui, mais on ne vit pas que de la résilience. À un moment donné, si nous parlons, à un moment donné, si nous nous rebellons, c'est parce qu'il y a trop d'oppression, trop de répression aussi dans ce secteur. Nous ne venons pas pour nous battre contre les hommes, nous venons dire que nous existons et que nous avons dans cette cause des obstacles qui sont beaucoup plus lourds que celles qu'ont les autres. J'ai la chance de faire partie de ces cinéastes qui durent et qui ont déjà fait un certain nombre de films, mais je le sais, je l'ai constaté, je l'ai vu par rapport à plein de mes amis, plein de femmes qui ont commencé avec moi à faire des films, que le combat a été 10 fois plus dur pour elles et que beaucoup finalement se sont arrêtés, ont stoppé, n'ont pas eu les financements, alors que certains hommes en ont profité, alors qu'ils n'avaient pas forcément plus de talent qu'elles. Et je sais que combien ce métier a été injuste et vraiment est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur. Quand moi j'ai commencé, les financiers c'était que des hommes, les journalistes c'était que des hommes, les producteurs c'était que des hommes. Les femmes dans les ICC sous-représentées, sous-financées, pourtant souvent à l'origine des initiatives les plus ancrées, les plus attentives à ce qui dure. Pour en parler, Ishta Boudjouri, artiste céramiste et coordinatrice de projet chez Move for Art, l'organisation derrière Pour Lui by Light. Ishta, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans notre émission Ça fait débat. Vous avez apporté, je vois, l'une de vos œuvres ce soir. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est mon œuvre qui s'appelle Convergence, que j'ai créée initialement pour une expo autour de la terre locale. C'était le festival créateur organisé par Shakti Kalikan. Et c'était une première aventure avec mon chapeau d'artiste, en fait, où je me suis poussée à la création et à m'exprimer moi, individuellement, en tant que femme, en tant que femme créative, sensuelle. Ishta, la céramique, c'est travailler la terre au sens le plus littéral, les mains dans la matière, la dépendance à la cuisson, à des éléments qui nous échappent et qui vous échappent en partie. Alors, est-ce que ce rapport physique au monde nourrit aussi votre rapport au territoire, au vivant? Ah, bien sûr, parce que déjà mes pièces sont inspirées du vivant. Je m'inspire beaucoup de notre forêt, des gorges de Rivière Noire, où j'ai passé énormément de temps à contempler la vie, à me re-questionner. C'est sûr que ça nous fait nous ancrer à notre territoire parce qu'on a tendance à vouloir se moderniser, se développer et voir ce qu'il y a ailleurs et d'oublier d'où l'on vient. Donc ça a été une pratique pour moi qui m'a ramenée à mes racines en tant que mauricienne. Donc, enfant né ici, j'ai grandi ici. Peu importe ma culture religieuse, je suis mauricienne et j'adore dire que je suis zillois. Et ça m'a ramenée à ça. Et c'est peut-être ce fil qui vous a justement amené à collaborer sur d'autres événements. Parlez-nous de ces événements sur lesquels vous avez collaboré. Alors, déjà, je suis chef de projet en tant que freelance chez Move for Art, une agence culturelle, événementielle à Maurice, qui, comme tu as mentionné, a fait Pour Lui by Light et tout le festival Pour Lui. Et avec Move for Art, on travaille avec des projets de la région, avec La Réunion, avec Madagascar, qui valorisent vraiment notre rapport au végétal, la valorisation des patrimoines. Et quand on dit patrimoine, c'est le patrimoine matériel qu'on voit, mais aussi immatériel. À Maurice, on a souvent ce problème où l'art et la culture passent comme une distraction, un divertissement, un loisir, alors que c'est bien plus profond que ça. C'est ce qui nous définit en tant que peuple, que nation. Je parle pour Maurice, mais aussi de notre région. Si on voyage, c'est parce qu'on a envie de voir une culture spécifique. Pourquoi est-ce que quand on viendrait à Maurice, on retrouverait
quelque chose d'international finalement, qui est bien pour le développement, mais est-ce qu'on n'oublierait pas notre identité, notre essence? Donc les ICC sont là pour nous dire qu'on a quelque chose de très précieux qu'il faut valoriser. Vous êtes une femme, vous évoluez dans l'univers artistique. Est-ce que vous diriez que les femmes apportent une autre manière de penser, de porter des projets culturels? Pas meilleures, mais différentes. Absolument, parce que la femme a une sensibilité différente de l'homme. Il n'est pas plus ou moins sensible, c'est juste différent. On a un côté très maternel aussi. On va prendre soin, mais aussi on a une douceur dans notre manière de faire. Et tout ça, ça change les dialogues. Les conversations prennent une autre forme. Et du coup, la conception et la production aussi, ça prend une autre énergie. C'est une industrie qui est beaucoup... qui est en plein essor, mais il y a beaucoup de femmes qui s'expriment dans cette industrie. On a notre place. Et il ne faut pas avoir peur de parler, notre voix a vraiment son importance. Et bien qu'il y ait des inégalités partout dans le monde, il n'y a pas, pour moi, quelque chose qui est impossible à accomplir. Il faut se donner les moyens, il faut bien s'entourer, c'est très important. Il faut aller vers des personnes qui valorisent la femme déjà. Dans un premier temps, dans un premier temps, il faut se valoriser soi-même. Et de là, je pense que les portes, elles s'ouvrent. C'est des choix qu'il faut faire et on a des supports autour de nous et on peut fleurir comme ça. Les violences, le harcèlement, les situations d'insécurité que vivent certaines femmes dans les milieux culturels, même dans des espaces qu'on imagine protégés, parce que des créatifs, progressistes. Est-ce une réalité que vous avez vécue ou observée? Que j'ai observé, oui, vécu moins parce que je fais très attention justement à comment est-ce que je m'entoure. Mais c'est une réalité qui est là. Et c'est justement pour ça qu'il faut en parler. Quand on en parle, on réalise qu'on n'est pas seul. Mais souvent, on est recouvert d'une peur qui fait qu'on se tait. Et le silence, dans ces moments-là, c'est pas ce qui va nous aider. Mais malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal où la femme est respectée. Et concrètement, en parlant de femmes qui n'est pas respectée selon votre propre expérience, qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui une femme qui veut grandir son projet créatif en 2026? Je dirais que c'est vraiment la perception de la femme par l'homme finalement et par certaines femmes aussi malheureusement, où la femme est amoindrie. Et c'est vraiment un obstacle pour une femme qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être elle-même, d'être en pleine puissance. De s'affirmer. De s'affirmer, parce qu'on a beaucoup de pouvoir en nous-mêmes. On donne la vie, une femme donne la vie. Et c'est vraiment avoir la place et le respect par rapport au rôle qu'on porte dans la société. Il ne s'agit pas que de l'homme, mais de la société même, du mindset. Peut-être qu'il y a des valeurs qui sont aujourd'hui dépassées, il faut s'adapter, le monde dans lequel on vit avance, mais bien sûr, il y a des fois un besoin de chaos pour détruire ce qui n'est plus d'actualité, et des fois, il faut passer par là. Ça, c'est des fois des impasses qui sont dures à vivre, dures à digérer, mais ça reste... il faut garder espoir. L'espoir est ce qui va aider au changement, à mon avis. L'espoir fait vivre, mais il faut aussi changer les mentalités. Merci Chta pour ce témoignage précieux et engagé. Depuis le début de cette émission, nous avons rencontré des créateurs qui innovent, des entrepreneurs qui construisent, et à chaque séquence, les mêmes obstacles revenaient. Financement insuffisant, structuration absente, reconnaissance trop lente. La question qui s'impose maintenant, comment change-t-on d'échelle ? Pour y répondre, j'accueille deux invités qui ont les leviers pour agir. L'honorable Narsinghan, ministre délégué aux Affaires étrangères, et le docteur Ibrahim Norbert Richard, secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Ravi de vous accueillir dans cette émission Ça fait débat. Tout d'abord, Monsieur le ministre, ce soir, c'est vrai que vous avez des parcours très différents avec Monsieur le secrétaire général de la COI, mais des défis souvent communs. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans un premier temps dans les témoignages que vous avez pu voir et les initiatives? D'abord, comme Mauricien, et aussi comme Africain, et aussi quelqu'un de l'océan Indien, je suis très très fier quand je vois les projets de ces jeunes. Il y a toute une palette de projets, donc des créateurs et des gens qui sont impliqués dans la culture. Mais le drame, je dois concéder, il y a un manque de reconnaissance terrible au niveau de l'Afrique, au niveau de l'océan Indien, et je dois concéder aussi au niveau de Maurice. Malheureusement, on a toujours eu des préjugés envers les artistes. Et le drame, malgré tous ces talents, je vous rappelle les grands chanteurs qu'on a eus à Maurice, plusieurs, et malheureusement, on n'a pas eu cette reconnaissance. Et c'est dommage. Et aussi, malgré les talents qu'on a à Maurice, à La Réunion, aux Comores, à Mada, malheureusement, la culture est restée intacte. On n'a pas pu transformer ces créations et toute cette palette de culture en une industrie. Et pourtant, quand nous voyons d'autres pays, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Inde aussi, le Japon, et d'autres pays émergents, eux, ils ont réussi. Pourquoi pas nous? Et là, je dois féliciter la COI, et je suis très content d'être ici ce soir avec le secrétaire général de la COI. Ils ont commencé un projet à partir de 2022, c'est-à-dire ils sont en train d'accompagner les artistes, les chanteurs, les peintres, et aussi parmi les jeunes que j'ai écoutés, il y a aussi le e-sport. Oui. Vous savez, souvent, on essaye de raisonner en isolation. En fait, c'est un tout. Quand vous prenez la culture, il faut considérer aussi qu'il y a une liaison directe entre la culture et le tourisme, par exemple. Il y a une liaison directe entre la culture, les créations et l'industrie de textile, par exemple. Un impact indéniable. Donc, il y a tout un impact, il y a tout un écosystème qui est là, mais très mal exploité. Donc, c'est un challenge pour Maurice, pour la COI et pour tous les pays riverains de l'océan Indien de relever ces défis et de prendre ces jeunes, les accompagner. Donc, nous avons vu, vous avez évoqué tout à l'heure, il y a des obstacles. Nous allons voir, par exemple, il y a l'obstacle, comment avoir accès à, d'abord, détruire les préjugés. Oui. Parce que vous savez, c'est très facile. Enfin, relativement facile d'être avocat, d'être juriste comme moi, d'être médecin. Mais pour chanter, il faut avoir un talent inné. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas donné à tout le monde, certes, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'autant plus convaincu que votre singularité, que notre singularité ici à Maurice est une force économique? Parce que les ICC contribuent déjà, si je ne me trompe pas, à 3,5% du PIB mauricien. C'est considérable. Donc, pour le moment, je crois qu'il y a une contribution de 3,5% de contribution au niveau du PIB. Mais malheureusement, nous avons une projection d'augmenter cette contribution à 6 à 7%. Bien sûr, on doit avoir une ambition mesurée. On ne peut pas atteindre ce niveau-là tout de suite, mais j'espère que les autres pays, en collaboration avec Madagascar, avec La Réunion, avec Comores, on pourra atteindre une contribution, augmenter cette contribution de cette industrie nouvelle et pousser à 6 à 7% dans les années à venir. Parce qu'au niveau de l'île Maurice, nous avons ce qu'on appelle un bouillon de culture. Oui. Un melting pot de culture. Un melting pot. Mais c'est une richesse. Et Maurice essaie de faire cette liaison entre l'Inde, l'océan Indien et l'Afrique.
D'être un vrai hub pour ces pays. Voilà. Et monsieur le secrétaire général, même question qu'adressée à monsieur le ministre un peu plus tôt. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, vous, dans les témoignages que nous avons pu voir ce soir? Il y a deux choses qui me semblent importantes, qu'il faut souligner. À la suite de ce qu'on a vu, ce que nous ont présenté les jeunes aujourd'hui. Oui. Tout d'abord, la structuration des ICC. Moi, je crois qu'on n'a pas donné assez d'importance aux ICC dans nos régions, dans notre région, dans nos pays respectifs. Et monsieur le ministre vient de le souligner. C'est un secteur très important dans la mesure où il participe au développement. C'est un levier de développement très important. À travers ces secteurs, les jeunes peuvent créer eux-mêmes leur propre emploi. Oui. Donc, ils contribuent à la création d'emplois et ils contribuent à la richesse. Et en plus, en même temps, c'est un lien social, un facteur de lien social très fort. Alors justement, pour accompagner ces dynamiques dans la région, les dynamiques dont vous avez fait mention, la Commission de l'océan Indien porte depuis 2022 un projet régional ambitieux et pilote entièrement dédié aux ICC avec le soutien de l'Agence française de développement, formation, financement, mobilité des artistes aussi, droits d'auteur. On va le découvrir tout de suite, regardez. Retour plateau, chers téléspectateurs. Monsieur le secrétaire général, nous sommes en 2026. Résultats concrets à ce stade des prochains chantiers? Comme vous l'avez dit, nous avons un projet financé par un de nos partenaires stratégiques, l'AFD, l'Agence française de développement, à hauteur de 5 millions d'euros. Et l'objectif de ce projet, c'est de structurer les filières. Les filières, j'ai pu le lire dans le communiqué de presse, avec une attention particulière à l'égalité femmes-hommes. Effectivement, nous accordons beaucoup d'importance à l'égalité hommes-femmes. Et comme vous le savez, les femmes contribuent beaucoup, surtout dans tous les domaines artistiques, au développement du secteur. Donc, il y a un potentiel dans la région. Monsieur le ministre l'a souligné. Nous avons une histoire commune. Nous avons un socle commun fait d'histoire, de culture, un mélange, un melting pot. C'est une richesse que nous devons exploiter. Et c'est à travers justement une coopération régionale. Parce que chaque pays isolé ne peut pas exploiter de manière optimale tout le potentiel des ICC. Effectivement, une vision commune maintenant, après l'histoire partagée. L'enjeu, est-ce que l'enjeu est-il aussi de structurer véritablement un véritable écosystème régional, une chaîne de valeur partagée entre les îles, entre les différents pays, pas seulement, comme vous venez de le dire, des initiatives qui se développent en parallèle sans se parler. Donc il faut vraiment se soutenir. Tout à fait. Jusqu'à présent, nos artistes évoluent en vase clos.
Donc chacun dans son petit coin, dans son pays. Alors que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'histoires communes, beaucoup de cultures communes. Et il y a un fonds commun qu'on peut exploiter ensemble. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme dans tous les autres secteurs, on essaie de ramener au niveau régional ce qu'on peut faire le mieux au niveau régional. Dans un premier temps. Dans un premier temps. On essaie de combiner, de mettre en commun nos moyens et d'avoir des projets communs. Et in fine, au final, c'est un tremplin. Parce que le secteur, les ICC, moi, je préfère raisonner en termes d'économie créative. Oui. C'est plus structurant. Et ça donne la place, ça montre la place exacte que doit occuper les ICC dans nos sociétés. Et c'est cette conviction qui guide vos actions? Tout à fait. Donc moi, je raisonne en termes d'économie créative, et là, je vois plus large, plus loin que la région. C'est un tremplin, je dirais, la région, pour essayer d'évoluer au niveau mondial, voire africain, au niveau mondial. Oui. Parce que c'est l'un des secteurs, l'un des principaux secteurs de l'économie mondiale le plus dynamique, avec les services financiers, bien sûr. Il est à hauteur, il est à hauteur en termes d'importance, à hauteur des services financiers, et plus important encore que les services touristiques au niveau mondial. Et monsieur le ministre, c'est vrai que les ICC ont longtemps été perçus à Maurice comme un secteur de loisirs, on ne va pas se le cacher. Est-ce qu'on observe aujourd'hui un vrai changement de regard sur leur potentiel économique? Et comment ce changement se traduit-il concrètement en 2026? C'est vrai, hein, c'est vrai que pendant beaucoup de temps, pas seulement à Maurice, à La Réunion, un peu moins à La Réunion, et avec l'aide de la France, c'est un peu différent, mais à Mada, aux Comores, aux Seychelles, malheureusement, on a négligé nos artistes, nos chanteurs et les créateurs. Et donc, il est grand temps de relancer cette industrie. Donc, comme je vous dis, le défi, c'est de transformer toutes ces palettes de culture et comment réunir les créateurs. Donc, aussi, au niveau de Maurice, je crois que c'est aussi important de créer cette synergie. Vous savez, le ministère où je suis, comme ministre délégué, c'est le ministère des Affaires étrangères, mais aussi de l'intégration régionale et du commerce international. À ne pas oublier. Donc, il faut créer cette synergie entre... Nous avons une division de commerce international chez nous, et le ministère des Arts et de la Culture. Et aussi, il y a un ministère de l'Industrie et ce qu'on appelle les PME. Les petites et moyennes entreprises, les PME. Donc, et aussi le ministère de Tourisme. Et puis, la COI est en train de regrouper tous les artistes au niveau de l'océan Indien. Et nous, comme Maurice, comme je vous ai dit, tout juste un rappel, ce n'est pas seulement une question d'avoir plusieurs cultures, mais nous avons aussi une richesse linguistique à Maurice. On parle souvent de Maurice comme un pays bilingue. Je ne suis pas d'accord. Maurice est trilingue, mais aussi avec nos langues ancestrales qui nous diffèrent des autres pays de la région. Nous avons le hindi, nous avons le bhojpuri, nous avons le tamoul, nous avons le marathi, nous avons le mandarin. Donc, on a aussi plusieurs langues. Et ça, c'est fascinant. Donc, on peut utiliser ça à bon escient et aussi collaborer avec les autres pays. Par exemple, à La Réunion, il n'y a pas toutes ces différentes langues. Et aussi au niveau du cinéma. Je vous donne l'exemple, on a une ambition. On a parlé pendant beaucoup d'années d'une diplomatie économique. Je dois concéder là aussi, on a parlé, mais on n'a pas fait beaucoup de choses. Oui. On est en train de développer cette diplomatie économique agressive. Et c'est pour cette raison que je vous dis, j'espère que tous ces pays de la région, dans un avenir proche, on pourra avoir une contribution dans le PIB d'au moins 6 à 7%. Avec une ambition, dans 10-15 ans, aller encore plus loin. Et monsieur le secrétaire général, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, rebondir sur les propos de monsieur le ministre? Oui,
par rapport à sa proposition de créer une coopération au niveau régional. Effectivement, il y a une filière régionale qui est potentiellement exploitable. Mais ça demande de la volonté politique de nos gouvernements. Et c'est à ce stade que la COI travaille également pour faire un plaidoyer auprès de nos dirigeants pour que les industries culturelles et créatives deviennent un pan entier de l'économie, soient considérées comme secteur à part entière de l'économie, de vrais piliers de développement. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un pilier de développement, c'est un pourvoyeur d'emploi. Les jeunes, ils n'ont pas besoin qu'on crée de l'emploi, eux-mêmes, ils se créent. Vous savez, on a un taux de chômage très élevé chez les jeunes, de 16 à 24 ans par exemple. Et il y a quelque chose qui a boosté vraiment les industries culturelles et créatives, sont les nouvelles technologies, les IT. Et sur ces domaines-là, les jeunes, le numérique. Et dans ces domaines, sur ces secteurs-là, les jeunes sont très, très, très dynamiques et très performants. Tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est lié au numérique, les dessins animés par exemple. Donc tout ça, et ça emploie beaucoup de gens. Définitivement, je dirais même qu'ils sont avant tout des créateurs, des entrepreneurs, des contributeurs directs à notre richesse nationale et à notre futur. Et c'est sous cet angle qu'ils doivent être soutenus. Vive la jeunesse! Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons vu des créateurs, des entrepreneurs, des structures qui innovent. Les chiffres sont là. 500 millions de dollars de revenus générés par les ICC à Maurice, 19 000 emplois liés à ce secteur et une ambition doubler cette contribution. Les initiatives existent, ce qui reste à construire, c'est l'écosystème. Maurice a une carte à jouer, l'océan Indien aussi. Donc un grand merci à Monsieur le ministre, merci à vous, Monsieur le secrétaire général de la COI. Un grand merci donc à la Commission de l'océan Indien et à son projet ICC, soutenu par l'Agence française de développement, pour nous avoir accompagnés dans la construction de cette émission.